Bonjour et bienvenue au 10e épisode de 1897. Aujourd'hui un numéro spécial où on va en fait revoir la saison qui vient de s'écouler, enfin en tout cas la phase classique, et se projeter déjà dans les playoffs qui arrivent bientôt. Et donc numéro spécial et aussi invité spécial puisqu'aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir en face de moi François Garit, donc journaliste sportif à l'ADH. François, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir aussi. Donc, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque les auditeurs sont évidemment impatients d'avoir tes réflexions et ta vision sur le parcours de l'Union, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un peu plus de toi, dire voilà qui tu es. Je pense que une partie des auditeurs te connaissent évidemment, puisque tu participes aussi à d'autres podcasts et tu écris énormément sur l'Union dans la DH. Peut-être nous expliquer un peu ton parcours et comment est-ce qu'on devient finalement journaliste sportif et suiveur de l'Union. Moi, je suis un journaliste de 31 ans. J'ai commencé ici à la Libre Belgique à la dernière heure, deux médias qui travaillent main dans la main en 2016, donc ça fait déjà 9 ans. J'ai commencé via les sites web. Voilà, j'ai travaillé pour les deux sites web en tant qu'éditeur. Et puis très rapidement, j'ai suivi le club du Sporting de Charleroi. Pour la dernière heure des sports. Donc voilà, il cherchait un journaliste pour suivre le club, et donc j'ai suivi ce club à l'époque de Felice Mazzu, puis de Karim Bellocine. Et ensuite, quand l'Union Saint-Gilloise est montée en division 1A, il cherchait à renforcer un peu l'équipe l'équipe de journalistes autour de l'Union. Et c'est à ce moment-là que je suis passé de Charleroi à l'Union. Donc ça fait maintenant ma troisième saison en tant que suiveur de l'Union. Et c'est vraiment mon travail à temps plein. À temps plein, je m'occupe de l'actualité de l'Union. Donc ça veut dire que je vais aux conférences de presse, je fais des interviews avec les joueurs, avec le staff. Je trouve des sujets en semaine sur l'Union, et puis bien entendu je vais à presque chaque match de l'Union, que ce soit à domicile, en déplacement et même à l'étranger quand ils jouent en Europa League. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, j'imaginais pas du tout que les journalistes sportifs qui suivent un club étaient, je dirais, dédiés à 100% à ce club. Donc c'est quand même super intéressant. Et donc ça veut dire aussi quelque part, j'imagine, le fait que la DH décide de mettre un journaliste full-time sur l'Union, c'est que l'Union est aussi un peu vue comme, entre-temps, un grand club. Oui, clairement, je pense qu'il y a eu, on l'a senti, il y a eu une hype quand le club est monté en D1A. Et voilà, ils ont voulu peut-être en profiter pour en parler encore plus que ce n'était le cas en division 1B. Après voilà, je pense qu'on peut clairement dire que la dernière heure est le média numéro 1 en termes de football. On mise beaucoup sur ça, et donc c'est pour ça qu'on a par exemple plusieurs suiveurs sur le Sporting d'Anderlecht, plusieurs suiveurs sur le Standard. On a un suiveur aussi à Charleroi, à Molenbeek. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est fait autour du football. Et sur l'Union, on est deux avec mon collègue Stéphane Lecaillon à travailler chaque jour presque sur l'actualité de l'Union Saint-Gilloise. Et donc aussi les clubs que vous suivez, en particulier avec des journalistes dédiés, c'est aussi un peu en fonction probablement de l'audience du journal, enfin de la dernière heure ou de la Libre, forcément. Oui. J'imagine que vous n'avez pas un journaliste sur le club de Bruges ou sur... On en avait un, avait un, mais maintenant plus. Clairement, ce qui fonctionne le plus, c'est Anderlecht et le Standard. C'est ça qui fait le plus de clics, et c'est clairement ça qu'on cherche actuellement. Et donc l'actualité d'Anderlecht et du Standard est encore plus grande que celle de l'Union, mais ça n'empêche que celle de l'Union, depuis la montée et les beaux résultats, et puis les qualifications européennes ont permis de pas mal parler de l'Union, et je pense pouvoir dire que oui, l'actualité de l'Union est quand même bien observée ici en Belgique. Ouais, et puis elle est surtout sportive. Alors d'autres clubs, l'actualité est souvent, enfin pas souvent, mais quand même quelquefois plutôt extra-sportive, on va dire. On ne parle pas trop de l'aspect financier, etc., de possibles rachats ou autres du côté de l'Union. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, je pense pouvoir dire aussi que c'est plus agréable de pouvoir se concentrer sur le sportif et pas de devoir analyser les finances comme ça peut être le cas du côté du Standard, par exemple. Bon, évidemment, tu ne vas pas me dévoiler les secrets, mais... Est-ce qu'un journaliste, d'après toi, doit être neutre pour bien suivre un club, ou est-ce qu'il
peut aussi être, je dirais, fan, supporter d'un club pour pouvoir le suivre. Qu'est-ce qui est mieux? Ou alors, pas du tout. Enfin, est-ce que, par exemple, un journaliste qui supporte Anderlecht pourrait être un bon suiveur pour l'Union et vice-versa? Je pense qu'un fan d'Anderlecht pourrait être un bon suiveur d'Anderlecht parce qu'il connaît vraiment bien le club et voilà, c'est quand même la base pour ce travail, c'est vraiment de bien connaître toute l'actualité déjà autour du club. Après, moi, mon avis personnel, c'est que si justement un fan d'Anderlecht va couvrir l'actualité d'Anderlecht, je pense qu'au fur et à mesure, il va devenir un peu moins supporter d'Anderlecht. Parce que on ne vit pas la même chose, on ne vit pas les matchs avec la même intensité qu'un supporter. On doit couvrir le club en tribune de presse. L'idée, c'est pas de fêter les buts. Donc petit à petit, je pense qu'on rentre dans une dynamique où on se concentre beaucoup plus sur le travail que sur le côté fanatisme. Après aussi, ça c'est peut-être un peu un inconvénient du métier, c'est qu'on voit aussi parfois ce qui se passe à l'intérieur et c'est pas toujours joli. Et donc ça peut aussi parfois peut-être un peu dégoûter, chose que le supporter ne va pas voir. Mais donc voilà, je pense que de toute façon, le journaliste doit être neutre, mais ça ne l'empêche qu'on est tous des passionnés du football. Donc je pense que tous les journalistes ont une affinité avec un club ou l'autre. Et c'est pas ça qui va l'empêcher de pouvoir bien faire son travail de manière neutre. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant comme point de vue parce qu'effectivement, moi, j'avais toujours un peu en tête que en tant que journaliste, il faut garder une certaine objectivité et que si on est vraiment trop fan d'un club, qu'on va peut-être justement perdre cette objectivité. Mais comme tu dis, effectivement, le fait de se concentrer sur ce qui se passe aussi en interne et toutes ces choses qui tournent autour du sportif, ça peut effectivement, je dirais, permettre de prendre une certaine distance ou en tout cas être beaucoup moins dans le supporterisme et dans le fanatisme par rapport à un club. Oui, ça peut même aller vraiment dans un sens totalement inverse où le supporter, entre guillemets, va se dire j'ai pas envie d'avoir cette image de supporter et donc je vais peut-être même aller plus loin dans la critique à certains moments pour vraiment montrer que je suis un journaliste neutre et objectif. Donc honnêtement, moi je ne pense jamais avoir lu un papier d'un journaliste où là je me dis ok, c'est vraiment la plume d'un supporter. On est passionné par le football, comme je l'ai dit, mais je pense que c'est notre métier et on sait faire, je pense, la part des choses. Ok, en tout cas, oui, c'est assez intéressant de découvrir ce genre de perspective. Venons peut-être, je dirais, au sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, donc à savoir les performances de l'Union cette saison, puisqu'on vient de terminer la phase classique. Donc l'Union qui termine à la 3e place. Est-ce que d'après toi, d'un point de vue, par rapport à tout ce que tu as vu cette saison, est-ce que l'Union est à sa place avec une 3e place? Je pense que c'est actuellement complètement la place de l'Union parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une phase classique vraiment un peu en 2 temps. Il y a eu toute cette partie de saison jusque, je dirais, fin octobre et cette défaite contre le Cercle de Bruges à domicile où on sentait que l'équipe n'était pas encore vraiment bien en marche, que les nouveaux n'étaient pas encore vraiment bien adaptés au système de jeu et à leur nouvelle équipe. Et ensuite, je pense qu'il y a eu une sorte de match déclic, c'est le déplacement à Malines, avec le fameux arrêt de match où Anthony Maurice a reçu des gobelets de bière sur lui, et où en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une série qui s'est lancée, une série de 13 matchs sans défaite, et où là, on a senti que, en fait, tout ce qui se mettait en place durant, disons, la première phase de la phase classique, on ressentait vraiment que maintenant ça prenait et que la chance tournait aussi un peu. Parce que finalement, dans cette première partie de phase classique, c'était pas mauvais. C'était clairement pas mauvais. Je pense que si mes chiffres sont bons, ils ont eu 6 matchs nuls sur les 12 premiers matchs. Donc c'est quand même énorme. L'Union est d'ailleurs la 4e équipe avec le plus de matchs nuls à la fin de cette phase classique. Et c'est ce que Sébastien Pocognoli nous répétait souvent en conférence de presse, c'est que c'était pas mauvais, le fond de jeu était là. Il n'y avait pas beaucoup de défaites. Seulement 3 défaites lors des 12 premiers matchs. Mais il manquait ce petit quelque chose. Et en fait, ce petit quelque chose s'est mis en place tout doucement. Et ça a été bien montré par cette série de 13 matchs sans défaite où on a vraiment senti l'Union bien lancée à ce moment-là. Oui, c'est vrai que début de saison, manque flagrant d'efficacité au niveau offensif.
En même temps, c'est vrai ils ont dû remplacer quasiment tout le secteur offensif. Ouais. Amoura, Nilsson qui sont partis. Puertas qui était le donneur d'assist et qui arrivait aussi à marquer quand même assez facilement. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Et justement, quand la saison a démarré, bon, il y a eu l'annonce un peu tardive de l'arrivée de Sébastien Pocognoli. Quel était j'imagine en tant que journaliste, vous faites aussi un peu des pronostics en début de saison, une analyse par rapport au mercato, et est-ce que tu voyais l'Union à une place autre que celle à laquelle elle a terminé maintenant, à savoir troisième? Est-ce que tu étais peut-être plus pessimiste ou pas? Honnêtement, je pense que c'est un peu la place à laquelle je m'attendais parce que moi j'ai assez vite cru en Sébastien Pocognoli. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon choix parce qu'il connaissait la Maison Union pour avoir joué là, pour avoir fini sa carrière dans ce club et pour avoir entraîné les U21 de l'Union. Donc voilà, il avait déjà cette fibre et cette philosophie, donc on ne recommençait pas de zéro. La question était plutôt autour du mercato. On savait que, comme tu l'as dit, Nilsson, Amoura allaient partir. On se doutait que Puertas allait aussi partir. Machida, on se doutait aussi qu'il allait partir. Finalement, il est resté. Donc c'était plus sur ce côté-là. Est-ce que les partants allaient être bien remplacés? Juste avant ici le podcast, je suis allé revoir la feuille de match du tout premier match de l'Union cette saison à Dender, où ils font 0-0. Oui. Offensivement, il y avait Kabangu, Ayensa, Puertas, et à gauche, il y avait Teclab. 4 joueurs, les 3 premiers parce qu'ils sont partis, le dernier parce qu'il s'est blessé. 4 joueurs qui n'ont pas participé à la phase classique, alors que le championnat avait déjà commencé. Donc, en fait, ça prouve que au début de la saison, l'Union n'était juste pas prête. Et entre parenthèses, je pense que c'est la raison pour laquelle l'Union a été éliminée des qualificatifs de Ligue des Champions contre le Slavia Prague. Parce que cette équipe n'était pas prête à ce moment-là. Slavia Prague qui a gagné un seul match sur ses 8 en Europa League, donc ce qui montre un peu la différence avec l'Union. Donc je pense que l'Union, si maintenant on rejoue le match, l'Union aurait peut-être beaucoup plus ses chances. Donc oui, l'équipe n'était pas encore prête, et finalement, encore une fois, j'ai envie de dire, la direction a fait des très bons transferts. Mais c'était des jeunes qui devaient vraiment s'adapter, et personnellement je trouve qu'ils s'adaptent très vite. Des joueurs comme Ivanovic, comme David, ils sont adaptés à une vitesse incroyable. Souvent on dit qu'il y a besoin de 6 mois pour s'adapter. Ces deux joueurs n'ont pas du tout eu besoin de 6 mois, et heureusement, parce que sinon l'Union n'aurait peut-être pas été là où elle est maintenant. Mais donc voilà, vu tous ces éléments, je pense que l'Union est clairement à sa place à cette 3e position actuellement. Oui, donc c'était un peu logique en fait, c'était une histoire de trouver les bons automatismes offensifs. Parce que c'est vrai, ton analyse est bonne, et au début, il y a quand même eu pas mal de duos d'attaque qui étaient qui changeaient quasiment toutes les semaines. Une fois c'était Fousaini Rodriguez, puis la semaine d'après c'était David Ivanovic. Donc ça a quand même pas mal. Il y a eu pas mal de temps où Pocognoli, je pense, a dû faire des tests, des essais pour savoir quelle était sa meilleure paire offensive. Ouais. Bon, finalement, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il l'a trouvé. Oui, clairement. Et je pense que Pocognoli a dû faire des tests, mais c'était pas toujours voulu. Il y a aussi eu des blessures en début de saison chez les attaquants. Il y a eu des départs, comme on l'a dit, parce que c'est, comme on l'a dit, Kabangu et Ayensa qui ont commencé titulaires, puis l'un est parti, l'autre est resté. Fousaini qui prend rouge contre Prague, et donc au match retour, il faut trouver aussi un autre attaquant. Donc il a dû un peu bricoler. C'était pas que des choix. David qui n'était pas du tout prêt, tout simplement, pour le championnat de Belgique en début de saison. Ils l'ont lancé peut-être un peu trop vite. Rodriguez qui revenait de blessure. Donc voilà, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que Pocognoli n'a pas trouvé. Mais comme tu le dis, maintenant je pense que Ivanovic, David, c'est clairement la paire d'attaque qui fonctionne et qu'on va voir en play-off. Ouais, donc la preuve, c'est qu'ils ont été sélectionnés tous les deux dans leur équipe nationale respective, donc le Canada et la Croatie. Donc je pense que c'est la preuve qu'ils ont vraiment fait du super bon boulot. Ok, et donc on parlait de tournant dans la saison. Tu parlais du match de Malines. Moi, j'avais aussi un petit peu regardé le fil des matchs. Et moi, le match que j'avais noté, c'était le match contre Genk. Je ne sais pas si tu te souviens, victoire 4-0 au Marien. D'après moi, ça a donné un boost de confiance quand même énorme. Et après, ils ont fait une série, c'est vrai qui était incroyable. Bon, outre le fait d'avoir trouvé les bons automatismes, est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui ont changé
Quand on parle, maintenant que ce soit le match de Genk ou le match de Malines, peut-être des choses qui ont changé dans l'équipe ou dans la façon de jouer, peut-être. Mais ce qui est intéressant sur ce match de Genk, je me rappelle très bien de la conférence de presse d'après-match de Sébastien Pocognoli, où il n'était pas content. Il n'était pas content du contenu du jeu proposé par son équipe, alors qu'il venait de battre 4-0. Je pense qu'ils étaient leaders à ce moment-là, Genk. Et ça nous a bien montré la volonté, les ambitions de Pocognoli. Et ça nous a ouvert les yeux sur tout ce côté aussi humain de Pocognoli. Et le fait qu'il arrive très fort à garder les pieds sur terre à son équipe, parce que des joueurs, on en parlait, comme Ivanovic, comme David, auraient pu s'enflammer. Ça n'a pas été le cas. C'est grâce, je pense, au bon coaching de Sébastien Pocognoli et de son staff. Et sur ce match-là, c'était une belle façon aussi de dire oui, très bien, on a gagné 4-0 contre Genk, c'est très bien, mais on est nulle part. Donc calmez-vous. Et ce message-là, je pense qu'il a fait du bien à tout le groupe, et donc je pense que mentalement, il a été bien reçu. Donc c'est aussi peut-être un des tournants dans cette phase classique. C'est vrai qu'il est rarement euphorique, dans la mesure où je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et qui a un niveau d'exigence, à mon avis, qui est assez élevé. Oui. Je pense qu'il va pas facilement dire oui, je suis super content du match. Il va souvent trouver quelque chose à redire, ce qui est bien, parce que ça pousse le groupe vers le haut. Oui, clairement. Et même nous, en tant que journalistes, parfois, on est un peu choqués, parce que vraiment, comme tu le dis, il va parfois chercher la petite bête où on a envie de lui dire oui, mais allez, ton équipe a quand même produit du beau jeu, a quand même gagné, est quand même sur une belle série. Mais non, à chaque fois, il remet vraiment l'église au milieu du village, et il veut vraiment pas que ces joueurs s'emballent. Moi, je pense que c'est clairement la bonne technique, d'autant que il connaît bien le championnat de Belgique, il connaît aussi les playoffs pour les avoir joués. Donc il sait que c'est pas parce qu'on va gagner les 2 premiers matchs de playoffs qu'on va être champion. Il aime pas ce discours. C'est le fameux discours que nous, journalistes, on n'aime pas, mais c'est match après match. Et il est vraiment dans cette logique-là. Et pour le moment, on voit cette exigence, et on voit que cette exigence fonctionne. Donc le message de Pocognoli fonctionne et passe. Là, on vient d'avoir le match il y a une semaine à Genk, donc défaite 2-1 qui, dans les chiffres, ça a un score étriqué, mais bon, dans la manière, je pense qu'on a tous vu qu'en première mi-temps, l'Union était quand même un peu balayée. Comment ça peut s'expliquer d'après toi ? Est-ce qu'il y a un relâchement parce que pour moi, la différence de niveau entre Genk et l'Union n'est pas aussi grande que ce qu'on a vu sur le terrain. D'ailleurs, on a aussi le match aller 4-0. Ouais. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, j'allais en parler de ce match aller. L'Union qui bat Genk 4-0, je ne sais pas si à ce moment-là tout rentrait, alors que l'Union a eu des gros problèmes pour être efficace offensivement. Ce match-là, tout est rentré. Il y a aussi des moments où l'Union est un peu moins bien, et c'est logique. Il ne faut pas oublier non plus que ça reste l'Union. C'est pas une équipe qui a un groupe comme peut l'avoir le club de Bruges ou même Genk, parce que c'est l'Union qui a perdu, mais c'est surtout Genk qui a gagné. Et pour moi, ce match-là, Genk est quand même vraiment très solide. Et puis voilà, cette série, ce bel enchaînement devait s'arrêter un moment. Et encore une fois, c'est pas grave. Anthony Maurice est venu en interview après le match, a dit finalement c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça va encore une fois nous remettre les pieds sur terre avant les playoffs. Il y aurait pu avoir de l'euphorie dans le groupe si l'Union avait gagné. Après voilà, mathématiquement c'est vraiment une mauvaise opération, parce que l'Union serait revenue à 4 points de Genk. Après division des points, là l'Union est à 7 points, donc voilà, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça n'empêche que maintenant l'Union est dans une position d'outsider, donc pourquoi pas, mais ça on en parlera aussi des playoffs. Oui, tout à fait. Mais justement, avant d'aborder les playoffs, moi je voulais revenir aussi un peu sur l'équipe, sur certains joueurs, avoir ta vision par rapport à différents points. Par exemple, si je te demande, quel est pour toi le joueur qui t'a le plus impressionné dans l'équipe ? S'il y en a un qui est un peu au-dessus du lot, ou tu te dis, tiens, celui-là, il a surperformé, ou quel est le joueur qui a vraiment retenu ton attention
sur cette saison, sur cette phase classique? Moi, c'est vraiment Franjo Ivanovic qui m'a vraiment impressionné. 15 buts et 6 passes décisives déjà. Alors qu'il est arrivé fin du mois d'août, donc il n'a même pas joué toute la phase classique. Et il ne faut pas oublier que la saison dernière, il était en D1 croate, mais que la saison d'avant, il était en D4 allemande. Et qu'il est arrivé à l'Union en ayant 20 ans, là il en a seulement 21, donc c'est quand même c'est vraiment incroyable. Je pense que ce qui s'est passé, encore une fois, on parlait de l'adaptation, il n'a pas eu besoin du tout d'adaptation. Peut-être quelques semaines pour un peu comprendre le système de jeu assez entre guillemets atypique du 3-5-2 de l'Union, mais très rapidement il s'est mis dans cette équipe. Et en fait, on s'est dit, c'est impossible en fait de le sortir. C'est le genre de joueur qu'on ne sort plus. Alors, il a eu peut-être une période un peu plus délicate, mais encore une fois, c'est complètement normal. Il enchaînait 2 matchs par semaine. Et je le répète, il a 21 ans. Il a 21 ans. Donc, honnêtement, pour moi, c'est vraiment la grande révélation. Et c'est le genre de joueur, désolé pour les supporters de l'Union, mais c'est le genre de joueur qui, pour moi, ne sera plus là la saison prochaine. Et sur lequel la direction va encore faire une belle opération financière, parce que je pense qu'il est arrivé pour 4 millions d'euros. Ouais. Pour moi, il peut partir pour minimum 3 fois plus sans problème. Oui, c'est vrai, il est impressionnant et j'ai l'impression qu'il est mentalement très très fort, surtout quand tu vois son jeune âge, et que c'est aussi un gars qui est assez humble et travailleur, et que c'est le gars qui va se remettre en question quand ça ne va pas. Enfin, je veux dire, par là, tu vois que c'est le gars qui a une super mentalité en fait, et qui est là pour apprendre et qui s'améliore de match en match. Oui, complètement, et c'est pas pour rien qu'il est à l'Union. Pour moi, c'est vraiment le genre de joueur que l'Union transfère, parce que voilà, on l'a souvent dit, mais l'Union regarde les qualités footballistiques d'un joueur, mais regarde aussi les qualités humaines. Je me rappelle d'une interview, je pense que c'était avec Mathias Rasmussen, si je ne dis pas de bêtises, juste quand il est arrivé, où en fait il nous expliquait qu'il a eu un call avec Chris O'Loughlin, le directeur sportif, avant de signer, et qu'il s'est rendu compte que pendant ce call, Chris O'Loughlin connaissait plus de choses sur sa vie à Mathias Rasmussen que lui-même. Donc, mais ça va vraiment loin, hein, ça va vraiment loin où il peut limite dire, il sait quasiment si la sœur du joueur a été licenciée il y a 2 semaines, quoi. Ça va vraiment jusque dans ces détails-là. Ils analysent vraiment un nombre de matchs incalculable, et parfois ils posent des questions, Chris O'Loughlin et son staff. Pourquoi sur cette action-là, ce jour-là, à ce match-là, tu as agi comme ça? Et le joueur se dit, ok, en fait, ils ont été jusque-là, ils ont analysé jusque-là. Et donc voilà, ils font vraiment très attention à tout ce côté humain, et c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs comme Mathias Rasmussen, comme Franjo Ivanovic, comme Promise David, qui est une crème. Vraiment, humainement, c'est quelqu'un d'adorable. On a pu l'avoir en interview, c'est peut-être le plus marrant à interviewer cette saison. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans le groupe, parce que là j'ai dit que 3 noms, mais on pourrait utiliser quasiment tous les autres noms. C'est des gens qui humainement sont vraiment bons, et c'est vraiment l'objectif de l'Union, c'est d'aller vraiment chercher des bons footballeurs, mais qui sont aussi des bons humains. Et voilà, et on parlait de Franjo Ivanovic, c'est le meilleur exemple. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un avec un mental très solide, quelqu'un qui va garder les pieds sur terre, qui ne va pas s'emballer, qui sait d'où il vient. Denis Sunda aussi est le meilleur exemple. Quelqu'un aussi de très humble, et qui ne se prenait pas la tête quand il était à l'Union, et qui, je pense, ne se prend toujours pas la tête alors qu'il joue en Ligue des Champions maintenant. Ouais. Et donc la révélation pour toi, donc Ivanovic, oui, je pense que c'est tout à fait logique. La confirmation, si on regarde un peu, je dirais, dans les joueurs qui étaient déjà là la saison précédente, est-ce qu'il y a un joueur en particulier où tu dis, celui-là, il a vraiment confirmé, ou alors il s'est révélé un peu cette année, mais il a fait plus que ce qu'il a montré il y a 1 an? Je pense qu'il y a, d'un côté, moi, il y a Kevin McAllister qui m'impressionne. L'Union a la meilleure défense du championnat, 25 buts encaissés en 30 matchs. Je pense que c'est en grande partie, je ne vais pas dire grâce à lui, mais en tout cas, il apporte cette hargne et cette solidité dans cette défense. Mais je pense que celui qui a le plus confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, c'est Noah Sadiki, qui est vraiment
c'est marrant parce qu'à à la dernière heure, à chaque match, on doit sélectionner un homme du match. Ouais. Et en fait, avec mon collègue, on se dit on pourrait le mettre quasiment à chaque match. Ouais. Parce mais il a pris une maturité. On parlait des 21 ans d'Ivanovic, Sadiki, il en a 20. Il vient d'avoir 20 ans en décembre passé. Donc il faut imaginer un peu, il a déjà joué 51 matchs cette saison. Et il joue tout. Donc 51 matchs avec l'Union plus sa sélection, son équipe nationale du Congo. Il joue tout parce que voilà, il est indiscutable dans cette équipe. Et je trouve que le côté positif, c'est vraiment qu'il a pris en maturité et qu'il a gagné en leadership aussi. Donc maintenant, il s'exprime vraiment plus. Une des preuves, c'est qu'on le retrouve souvent à l'interview après les matchs. C'est souvent Anthony Maurice et Noah Sadiki qui sont envoyés. C'est révélateur. En fait, ça prouve que le club lui fait confiance sur le terrain, mais aussi en dehors face à la presse. Et à chaque fois, c'est un discours qui est pesé, qui est intelligent. Et voilà, et ses qualités footballistiques, honnêtement, il y a rien à dire. Encore une fois, lui, je pense que c'est le genre de joueur aussi qui va être compliqué de garder longtemps. Et je pense que c'est le genre de joueur autour duquel Anderlecht va se mordre les doigts longtemps. Parce que si mes chiffres sont bons, il a été vendu à 1,5 million. Ouais. Il en vaut déjà 8 aujourd'hui. Et il en vaudra certainement plus s'il continue sur sa lancée en fin de saison. Ouais, je pense qu'il partira pour plus que 8. Oui, clairement. Parce qu'honnêtement, ce genre de profil dans l'entrejeu, t'en trouves pas des masses, parce qu'il peut jouer aussi bien en tant que 6, en tant que 8, et alors il a une mentalité de dingue. Enfin, effectivement, moi ce qui m'impressionne le plus chez Sadiki, à côté des qualités footballistiques qui sont indéniables, c'est le niveau de maturité pour un gars de 20 ans. Pour moi, il a la maturité d'un mec de 30 ans, de 32 ans. Quoi. Je veux dire, c'est juste incroyable. Oui, c'est ce que Blessing disait la saison dernière, c'est que quand il l'avait lancé dans ses premiers matchs, nous on était un peu surpris parce que voilà, c'était un jeune, il avait 19 ans à ce moment-là, et en fait il disait mais on a l'impression qu'il a déjà joué 5-6 saisons en Pro League, tellement il a cette maturité dans son jeu. Après ça, il faut quand même remercier le Sporting d'Anderlecht qui l'a très bien formé. Mais voilà, maintenant c'est l'Union qui en retire le positif. Mais clairement, je pense que c'est encore une fois malheureusement le genre de joueur qu'on pourrait ne plus revoir la saison prochaine à l'Union. Oui, ça c'est un peu, malheureusement pour les supporters, c'est un peu le lot de... Oui, ça fait partie. Ça fait partie, mais bon voilà, ça fait partie quelque part du business model, même si j'aime pas trop le terme, de l'Union. Et je pense qu'effectivement, en tant qu'il n'y aura pas une infrastructure avec un nouveau stade, ça va être très compliqué. Et c'est la seule façon de garder la viabilité du projet à long terme. Oui, c'est clairement le business model de l'Union, mais c'est le business model de tous les clubs belges, sauf peut-être du club de Bruges. La seule grosse différence par rapport aux autres clubs, c'est qu'en fait l'Union trouve des pépites quasiment toutes les saisons, et donc on se dit l'Union vend beaucoup. Oui, mais l'Union vend beaucoup parce qu'elle trouve beaucoup. Peut-être que des clubs comme je sais pas, comme le Standard ou comme Anderlecht ils vendent beaucoup moins de joueurs à hauteur de 10 millions parce qu'ils en trouvent aussi beaucoup moins. Donc ça, il faut aussi dire que la direction fait quand même du très bon travail. Ils arrivent à trouver vraiment des pépites. Promise David qui est arrivé pour 400 000 € de D1 estonienne, et il a déjà mis 16 buts et il est à 5 passes décisives, donc 21 actions décisives sur toute la saison. Encore une fois, le gars a 23 ans. Au tout début de la saison, on se demandait s'il était vraiment footballeur professionnel, vu comment il jouait. Maintenant, c'est impossible de le sortir de l'équipe. Donc encore une fois, ce genre de joueur, c'est grâce en un, à la direction qui a réussi à trouver ce genre de joueur, et puis en deux, grâce au staff, parce que là, pour le cas de David, c'est vraiment un gros travail du staff qui a été fait, où ils ont vraiment tout repris à la base, où ils ont retravaillé même les simples contrôle-passes, parce que c'était même compliqué en début de saison, et maintenant on le voit, même s'il peut avoir quand même quelques downs dans un match, c'est le genre de gars qui peut te mettre un but à n'importe quel moment, quoi. Et justement, comment tu juges l'impact d'un Kevin Miralas qui est arrivé, je dirais, après quelques mois, et qui, je pense, a plus ou moins coïncidé, je dirais, avec le fait que l'Union a commencé à être plus efficace au niveau... Est-ce qu'il y a une corrélation directe ou pas, d'après toi? Sur le long terme, je pense qu'il y en a une, mais est-ce que d'après toi, ça peut, sur le court terme, comme ça, déjà avoir un impact? J'avoue que c'est difficile à dire, parce que... En tout cas, les attaquants nous disent que oui, parce qu'ils nous vantent le travail de Kevin Miralas. Clairement, je pense que ça doit aider d'avoir un joueur aussi expérimenté
qui t'aide et qui t'aiguille à l'entraînement. Moi, je pense que ça coïncide, l'efficacité offensive de l'Union coïncide avec l'arrivée de Kevin Mirallas, mais aussi elle coïncide, et on en a parlé tout au début, avec la fin, entre guillemets, de la première phase de la phase classique. Ouais. Et donc, ces joueurs comme Promise David ont été efficaces parce qu'ils ont eu leur adaptation, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à vraiment se montrer efficaces. Clairement, Kevin Mirallas a certainement dû aider, mais je ne pense pas que tout est lié à sa présence et à son travail, même si ça a dû aider. Ouais. Est-ce que, on a parlé donc des révélations, des joueurs qui ont confirmé. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a quelque part déçu, j'aime pas le mot, mais en tout cas un joueur qui a performé, on va dire, bien en dessous des attentes? Je pense qu'on peut dire déçu. Pour moi, c'est Kevin Rodriguez. Il a déçu parce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. La direction était vraiment fan de ce joueur, et est toujours fan, je pense, de ce joueur. En début de saison, pour nous, dans notre tête de journaliste, ça devait être l'attaquant numéro 1. Et je pense qu'il y a eu pour lui un moment déclencheur. C'est ce match contre Anderlecht, je pense début septembre ou fin août plutôt, où il a raté cette Panenka. Et alors, j'allais dire marrant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à ce match-là, il est remplacé par Ivanovic, qui joue ses toutes premières minutes. Et j'ai l'impression que ce changement-là, en fait, il est assez révélateur de ce qui s'est passé dans la saison de Kevin Rodriguez, qui n'a marqué qu'un seul but cette saison. Quand on compare avec avec les 15 buts d'Ivanovic ou avec les 16 de David, ils n'ont pas le même temps de jeu, on est d'accord. Je pense qu'on peut clairement parler de déception parce que le club misait beaucoup sur lui. De ce que j'entends aussi, c'est peut-être pas le joueur qui arrive à s'adapter le plus au collectif. Je ne pense pas qu'il parle encore vraiment très bien anglais. Il se fait encore souvent traduire en espagnol avec Kevin McAllister, ce qui n'aide pas non plus à une parfaite adaptation, même si ça a peut-être changé ces derniers mois, mais en tout cas en début de saison, c'était un peu ce que j'entendais. Donc pour moi, il a des qualités, mais clairement, dans la hiérarchie des attaquants, il passe en 3e lieu, voire même 4e derrière un joueur comme Foussaini. Donc pour moi, oui, on peut clairement parler de déception. Tu le vois encore revenir cette saison ou pas? Cette saison, je pense que ça va être dur parce qu'il y a Ivanovic et parce qu'il y a David devant. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il y a une suspension ou s'il y a un blessé. Le gros problème de Rodriguez, et je pense que c'était la même chose avec Denis Ekertayensa, ce sont des joueurs qui doivent être en totale confiance pour pouvoir performer. Ici, si Rodriguez joue dans ses playoffs, il ne sera pas en confiance parce qu'il ne va pas enchaîner 10 matchs avant de pouvoir jouer. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas l'impression qu'il va encore pouvoir revenir. Après, est-ce que la direction va continuer à lui faire confiance en vue de la saison prochaine? Ça, c'est à voir, mais je le vois pas flamber dans ces playoffs. Ouais. Parce que finalement, c'est quand même un des transferts les plus chers de l'Union, mis à part Ivanovic, mais je pense que si mes infos sont bonnes, Rodriguez, on tournait quand même autour des 4 millions. La direction croyait vraiment beaucoup en lui. Ouais, mais après, encore une fois, on peut pas non plus faire des réussites à chaque fois. Non, c'est clair. Il y a eu peu de ratés, je trouve, de la part de la direction. Est-ce qu'on peut parler de ratés dans le cas de Kevin Rodriguez? Encore une fois, souvent on dit que pour que ça soit un raté, il doit pouvoir jouer. Ici, je pense qu'il n'a pas eu le temps de jeu qu'il faut pour pouvoir vraiment le juger sur la longueur. Mais il n'a pas eu le temps de jeu parce qu'il y a de la concurrence et parce que quand il reçoit un peu de temps de jeu, il n'arrive pas vraiment à se montrer. Donc, c'est clairement la déception, parce qu'il n'y en a pas vraiment énormément, mais ce serait la déception du côté de l'Union. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est un peu aussi ce qui vit chez les supporters. Et alors, il y avait un joueur aussi où moi, perso, j'avais un peu plus d'attente. Je pense qu'il est en train de remonter la pente sur les 2 derniers mois. Mais un joueur comme Aitelaj, on connaît tous ses qualités, joueur fantastique, techniquement le top. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas non plus une saison de dingue, même si là, les montées qu'il a fait sur les derniers matchs, on sent qu'il est un peu plus en confiance, il travaille plus, mais ce n'est pas non plus le transfert le plus réussi jusqu'à présent. Non, et tu utilises le mot confiance, encore une fois, je pense que c'est un joueur qui doit être mis en confiance, et je pense qu'il n'a pas commencé son aventure à l'Union dans les meilleures circonstances.
il a commencé directement parce que Puertas, à ce moment-là, était en partance et préférait ne pas jouer pour ne pas se blesser. Donc il a dû être directement titulaire. Il a enchaîné, je pense, 6 matchs en tant que titulaire où il n'a pas réussi à se montrer décisif. Et puis ensuite, voilà, il a dû prendre son mal en patience aussi parce que Bouffal revenait bien. Ça, il faut pas l'oublier. Mais c'est clair qu'on attendait peut-être plus de ce genre de joueur qui connaissait déjà le championnat de Belgique, qui est passé par des clubs comme Anderlecht et comme Genk, donc c'est pas n'importe qui. Après, encore une fois, il est encore très jeune. Encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est 6 mois normalement d'adaptation quand on rentre dans un nouveau club, quand on arrive dans un nouveau club. Mais clairement, je suis de ton avis, nous aussi, d'un regard extérieur, on a été assez déçus de ses performances, mais je pense qu'il remonte un peu la pente et je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait vraiment apporter quelque chose à l'Union dans ses playoffs. Ouais. Parlant de playoffs, quel est ton sentiment par rapport aux playoffs? Comment tu vois l'Union évoluer jusqu'à la fin de la saison? Donc là, en partant d'une place qui est, je dirais, un peu plus inhabituelle, puisque les dernières saisons, ils ont été souvent soit premier, soit deuxième, mais en tout cas plus souvent chassés que chasseurs. En tenant compte aussi du fait que l'Union termine le championnat par une défaite chez le leader. Quel est ton sentiment par rapport à ces playoffs? Oui, une position pas habituelle parce que 2 fois premier et 1 fois deuxième pour commencer les playoffs ces 3 dernières saisons. Après, moi je pense que ça peut être un avantage parce que clairement l'Union est moins attendue que les 3 saisons dernières. Parce que clairement, il y avait énormément de pression sur les épaules de l'Union qui devait être championne quand elle avait fini la phase classique en tête à 2 reprises. Même si le staff et l'équipe voulaient s'enlever la pression, je pense que ça a clairement joué. Ici, il y a 2 équipes à dépasser. Donc je pense que ça va être compliqué, clairement. Tout va dépendre de la façon avec laquelle l'Union va commencer ses playoffs. Parce que si je ne dis pas de bêtises, l'Union n'a jamais réussi à remporter ses 2 premiers matchs de playoffs lors des 3 dernières éditions des playoffs. Et on se rappelle de la façon catastrophique avec laquelle l'Union a commencé les playoffs avec 4 défaites la saison dernière. Après, voilà, de manière générale, honnêtement, moi, si à la fin de la saison, on me dit l'Union finit 3e, pour moi, ce sera une saison réussie. Ouais. L'Union aura réussi à sortir des poules d'Europa League, en tout cas à jouer cette double confrontation contre l'Ajax Amsterdam. Il ne faut pas oublier non plus que c'est Genk et Bruges devant, ça joue vraiment bien. Donc moi je pense qu'il y a moins d'attentes, ça peut leur donner un boost parce que voilà, ils seront un peu en arbitre de ces playoffs. Après 7 points, c'est quand même beaucoup, 7 points rattrapés sur Genk. Mais ce serait vraiment pas scandaleux de finir cette saison à la 3e place. Par contre, il faudrait pas aller plus bas. Il faudrait pas glisser à la 4e ou à la 5e place parce que là effectivement... Voilà. Pour moi, c'est la place de l'Union. La 3e place serait la place la plus logique de l'Union en fin de saison. Et ton favori numéro 1 entre Genk et Bruges? Bon, Genk a un peu d'avance, mais on connaît Bruges, on sait de quoi ils sont capables. Oui, j'allais dire Genk, mais on connaît Bruges, on sait de quoi ils sont capables et je les vois encore réaliser, passer devant en toute fin de saison parce qu'ils ont un collectif, ils ont des individualités qui sont juste hors normes pour le championnat de Belgique. Donc pour moi, le club de Bruges va encore le faire. Ouais. Bon, désolé. Non, on verra. Écoute, mais comme tu dis, je pense qu'effectivement, la logique voudrait que l'Union termine à la 3e place. Mais je pense que ce serait bien pour une fois d'avoir une surprise, mais dans le bon sens. Oui. Parce que, voilà, sur les 4 dernières saisons, je pense que l'Union mérite au moins un titre. Mais bon, voilà, on sait aussi que le mérite dans le football, ça n'existe pas. Il n'y a que les résultats qui comptent. Ouais. Est-ce que d'après toi, Bouffal peut être le facteur X de l'Union pendant les playoffs? Clairement. Ouais, ça oui. Ça c'est indéniable. Au tout début, on s'est demandé ce qu'il allait faire à l'Union. Il est arrivé vraiment avec un retard physique énorme. Et puis petit à petit, il a un peu pris ses marques, tout en ayant toujours ce retard physique. Mais voilà, techniquement, en fait, il a rien à faire dans le championnat de Belgique. Pour moi, techniquement, c'est le meilleur joueur de Pro League, et de loin. Il est capable de coups d'éclat et de choses vraiment hors normes, pour moi, vraiment. Il l'a déjà montré à l'Union. Et je pense que, avec toute son expérience, je pense que
les gros matchs, voilà, ça va être pour lui. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'Union est une équipe dans laquelle on aime bien défendre à 11. Il faut voir si Bouffal saura faire tous ses efforts défensifs. Mais clairement, c'est le genre de joueur qui sait mettre une passe décisive à un moment où on ne s'y attend pas, ou de marquer un but à un moment où on ne s'y attend pas. Donc clairement, je pense que ça peut être le facteur X de l'Union dans ces playoffs. Ce qui me frappe, c'est qu'on ne le voit jamais aux interviews. Tu as déjà eu l'occasion de... On n'a pas encore eu Bouffal en interview. Pourtant, on l'a demandé à plusieurs reprises. Ça pourrait arriver. On est sur le point d'être dans une négociation où il pourrait finalement venir un peu raconter son histoire, parce qu'il a une histoire complètement dingue. Ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui n'aime pas trop les médias, qui n'aime pas trop peut-être parler de lui, qui préfère se montrer. Donc je pense que c'est peut-être le joueur où il faudra attendre qu'il fasse vraiment des grandes choses sur le terrain, où il soit vraiment décisif pour qu'il vienne en interview. Mais en tout cas, on espère l'avoir rapidement en interview. Si le responsable communication de l'Union nous entend, voilà, on est preneur. Voilà, mais je sais qu'il nous écoute, enfin en tout cas j'espère. Ok, génial. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je sais pas si toi tu avais encore des points que tu voulais soulever par rapport, que ce soit par rapport à la saison écoulée, par rapport à l'Union, par rapport aux playoffs. Non, honnêtement, nous on est vraiment impatients d'être dans ces playoffs, parce qu'on comme l'Union, on n'a jamais été dans cette position-là de devoir suivre le club où on les attend un peu moins. Et clairement, on ne va pas se le cacher, même pour nous en tant que suiveurs, c'est beaucoup plus gai quand l'équipe gagne, et quand l'équipe gagne des titres. On n'a pas été autant touchés que les supporters quand le titre est passé à très peu de choses dans les mains de l'Union. Mais on se souvient aussi de ce but de Oma du club de Bruges. Bon, j'ai pas envie de rappeler des mauvais souvenirs, mais clairement ça, voilà, on a vécu ces moments-là, et c'est des moments qui sont clairement négatifs, et on espère vraiment pouvoir vivre des moments un peu plus positifs, et pouvoir revivre aussi une campagne européenne, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais la campagne européenne était un peu en dents de scie, mais on a quand même vécu des beaux moments. J'étais à l'Ajax ici récemment, même s'il y avait l'élimination au bout, c'était un moment incroyable. Donc voilà, on espère vraiment que l'Union pourra revivre une aussi belle campagne européenne, et voilà, et peut-être aller chercher le titre en fin de saison, même si sur papier c'est compliqué, mais on le sait, et ils l'ont déjà prouvé avec les unionistes, tout est possible. Ouais, avec l'Union, rien n'est impossible, effectivement. Les playoffs, ça va te manquer? Je pense que oui. Oui, clairement, parce qu'il y a tout ce stress, il y a beaucoup plus de tension. Alors même si on revient à un système qui est peut-être un peu plus logique, un peu plus fair-play, parce que clairement l'Union méritait d'être championne au moins une fois, voire deux, les saisons dernières. Clairement, ici on est impatient d'être dans ces playoffs, parce que ça va être que des gros matchs. Il va y avoir de la tension chaque week-end. Donc oui, moi je pense que c'est quelque chose qui va nous manquer, et je pense même que c'est quelque chose qui va manquer aux gens qui préfèrent la phase classique, et juste la phase classique. Ouais. Enfin, moi c'est surtout la division des points qui était dérangeante, mais le format des playoffs en soi, c'est vrai que t'as que des top affiches sur la fin de saison, donc c'est génial. Après voilà, on regarde avec une focale Union, mais il faut pas oublier que derrière, on aura aussi des Dender Malines, des Charleroi Westerlo. Voilà, peut-être qu'à ce niveau-là, les playoffs ne sont peut-être pas les plus alléchants, mais clairement dans les Champions Playoffs, y a rien à dire, ça va être de la tension ici jusqu'à la fin mai, quoi. Ouais, c'est clair. On est impatient d'y être, encore une petite semaine à attendre, et on y sera, et on est vraiment curieux de voir comment l'Union va démarrer, puisqu'on démarre contre l'Antwerp à la maison. Ouais. Sur papier, c'est jouable, clairement. À voir, mais bon, l'Antwerp nous a déjà aussi posé quelques problèmes cette saison-ci, surtout en coupe. C'était pas brillant, donc voilà, avec l'Antwerp on n'est jamais à l'abri d'une surprise, quoi. Non, et puis ce sera Gand, je pense, à l'extérieur. Donc voilà, il y a clairement la place pour faire un 6/6, enfin un premier 6/6 dans les playoffs. Et puis voilà, tout peut changer. S'il y a un 6/6 et que les équipes au-dessus jouent entre elles et se prennent des points, l'écart va pouvoir être réduit, et on est sur
une mini compétition à 10 matchs. Donc voilà, peut-être que après 2 journées, le discours sera totalement différent. Et peut-être que, qui sait, l'Union sera même peut-être favorite dans 3 ou 4 journées. On ne sait pas. C'est ça qui est chouette dans ces playoffs, justement. C'est chouette, mais en même temps, tu vois aussi que moi j'ai remarqué quand même que les pronostics changent quand même de semaine en semaine. Je prends l'exemple d'un Van Azebroek qui, pendant toute en tout cas les derniers mois, a été toujours très positif par rapport à l'Union. On disait, ouais, l'Union, c'est un des candidats sérieux. Et après un match à Genk, le dernier, il dit, ouais, mais non, finalement, il n'y a plus que 2 candidats. Donc ça change quand même souvent. Aussi, quand tu vois les émissions avec des chroniqueurs, les avis changent quand même souvent match après match. C'est aussi du match après match. Oui, clairement, dans un autre sens. Mais dans un autre sens, quoi. C'est clair. Mais honnêtement, je suis impatient d'attendre ce premier match. Et d'ailleurs, je pense que le premier match contre l'Antwerp, le stade sera rempli à 100% de supporters de l'Union. Donc voilà, ça aussi, ça va être quelque chose à voir parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir ça et de vivre ça. Parce que les supporters de l'Antwerp ne sont pas les bienvenus, sont même interdits de stade. Et donc, la tribune sud sera remplie de supporters de l'Union. Donc honnêtement, même en termes d'ambiance, je pense que ça va être quelque chose. En termes d'ambiance, ça va être génial. Effectivement, ce sera la première fois depuis très longtemps que le stade Marien sera rempli qu'avec des supporters de l'Union. Donc ça va être génial. Et ben, on a d'y être. Et en tout cas, un grand merci François pour ton temps et pour ta vision sur le championnat et sur l'Union et sur les matchs qui restent à venir. Et en tout cas, bonne continuation et continue à nous écrire des super articles sur le club qu'on adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.